Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup. Parce qu'entre Alger et Abu Dhabi, c'est l'hécatombe diplomatique. Rien ne va plus, tout part à volo, ou plutôt tout file vers Bruxelles. Tous les voyants des relations bilatérales sont au rouge écarlate. On assiste impuissant à un divorce qui ne dit pas son nom. Franchement, à part avec le Maroc, avec qui l'Algérie a une vieille querelle historique bien connue, Sahara occidental, guerre des sables, frontières tracées au compas cassé, jamais le pays n'avait atteint un tel degré de discorde avec un autre État arabe, encore moins musulman. Il y a bien eu des épisodes houleux, comme ce fameux clash footballistique avec l'Égypte en 2010, ou quelques étincelles avec la Libye de Kadhafi, mais ça restait dans les limites du raisonnable. Là, on a dépassé le simple malentendu. La relation entre les Émirats et l'Algérie, c'est devenu un véritable bras de fer tendu, crispé, presque irrécupérable. Le 7 février 2026, le président Tebboune a encore frappé. Face aux caméras, il a vidé son sac contre ce qu'il appelle désormais, sans jamais les citer, un pseudo-État, un mirage diplomatique ou encore une prétendue nation sœur qui, selon lui, joue aux frères pour mieux poignarder dans le dos. Et comme à son habitude, jamais le nom des Émirats arabes unis ne franchit ses lèvres, mais tout le monde comprend très bien de qui il parle. Il accuse ce fameux voisin du Golfe de manigancer dans l'ombre, de vouloir miner la souveraineté algérienne, de tripoter les élections et même de s'immiscer là où seuls les Algériens devraient avoir voix au chapitre. D'après lui, c'est la seule monarchie de la région à vouloir manipuler l'Algérie comme une marionnette, un vrai poison déguisé en ami. Les mots sont crus, la rhétorique se durcit à chaque allocution, et cette fois encore, le ton est monté d'un cran. Mais ce qui est encore plus saisissant, c'est ce silence glacial de l'autre côté. Depuis 2024, Alger tire à balles verbales réelles, multiplie les piques, les mises en garde, les sous-entendus lourds, et pourtant, à Abu Dhabi, c'est motus et bouche cousue. Pas un mot, pas une déclaration. Le désert, au sens propre comme au figuré. Seule réaction du camp émirati? Un discret murmure administratif, tombé il y a tout juste 24 heures, et encore uniquement pour commenter la dernière décision fracassante d'Alger, couper net les ailes de la coopération aérienne entre les deux pays. Exit l'accord de 2014, fin de vol programmé. Du côté algérien, le ton, lui, ne cesse de grimper. Le dictionnaire des insultes diplomatiques anti-Abu Dhabi s'étoffe à chaque déclaration. Depuis le 10 janvier 2024, le Haut Conseil de sécurité avait déjà lancé la première salve. Un pays arabe frère, comprendre les Émirats, serait à l'origine d'actes jugés franchement hostiles. Puis, rebelote en mars, Tebboune dénonce à demi-mot un fauteur de troubles en djellaba de luxe, soupçonné de financer les conflits à travers le monde. Là où ça brûle, leur argent flambe aussi, disait-il en substance. Et comme si ce n'était pas assez, en octobre 2025, le président remet le couvert. Toujours sans nommer, mais en visant très clairement. Comment tolérer l'intrusion de quelqu'un dans ma propre maison quand même les grandes puissances s'en abstiennent? Si tu veux qu'on reste frères, commence par te tenir à carreau. Des propos qui sonnent plus comme une menace déguisée qu'un appel à la fraternité. Samedi 7 février 2026, micro en main et regard déterminé, Tebboune a récidivé. Encore une fois, il a tapé du poing, sans taper de nom. Fidèle à sa tactique de fléchette anonyme, il évoque un pays de la région qui, sous couvert de fraternité, tenterait en douce de manipuler les urnes algériennes. Oui, vous avez bien entendu. Tentative d'ingérence électorale, un terme qu'il a martelé comme un refrain. Mais cette fois, les mots n'étaient pas les seuls à voler. Dans les 2 derniers jours, Alger a sorti l'artillerie lourde. Adieu l'accord aérien vieux de plus d'une décennie, signé avec Abu Dhabi en 2014. Un coup d'aile diplomatique sec qui ouvre la voie à une rupture complète des vols directs d'ici février 2027, à moins d'un miracle d'ici là. Petit rappel, jusqu'à présent, 2 vols reliés Alger à Dubaï chaque jour. Un pour Emirates, un pour Air Algérie. Si vous aimez les escapades en jet, il va falloir changer d'itinéraire. Face à ce coup de théâtre, les Émirats ont répondu, mais à leur façon. Un communiqué administratif, froid comme un terminal vide. En gros, on nous dit que rien ne change. Du moins, pas tout de suite. La décision algérienne mettra 1 an à devenir effective, alors pour l'instant, les avions continueront de voler. Et puis, plus rien. Aucun discours, aucun ministre devant les caméras, silence radio.
Depuis le début de ce feuilleton géopolitique, une chose est claire, c'est Alger qui mène la danse des accusations. Abu Dhabi, lui, reste de marbre. À peine quelques anciens officiels émiratis ont osé réagir sur les réseaux via 2 ou 3 tweets égarés. Mais côté officiel, c'est un silence qui intrigue, qui déconcerte, voire qui frôle la provocation tranquille. Tout le monde en parle, tout le monde s'interroge, mais personne ne donne de vraies réponses. Et pour cause. Entre les écrans de fumée médiatique, la censure officielle et l'autocensure qui plane comme une chape de plomb, l'opinion publique algérienne reste dans le flou total. Aucune explication claire, aucune mise au point sincère. Aucun mot posé noir sur blanc pour dire pourquoi, au juste, Tebboune en veut-il autant aux Émirats? Heureusement, on est là pour faire le tri et vous livrer 3 clés pour comprendre ce climat d'animosité de plus en plus glaçant entre Alger et Abu Dhabi. Premier élément de réponse, et non des moindres, le Maroc. Dans l'esprit de Tebboune et de son entourage rapproché, la conviction est limpide. Les Émirats ont choisi leur camp, et ce camp-là porte le drapeau rouge frappé d'une étoile verte. Abu Dhabi serait, selon plusieurs sources confidentielles, un fervent soutien du royaume chérifien. Et ça, à Alger, c'est tout simplement inacceptable. Depuis 2020, Abu Dhabi ne s'en cache plus. Sa boussole diplomatique pointe résolument vers Rabat et l'Algérie, elle, est sortie du radar. Pour Tebboune et son entourage, ce n'est pas juste une alliance régionale, c'est une trahison en grande pompe. Dans la tête du régime algérien, tout s'explique. Si le Maroc empile les victoires diplomatiques comme on collectionne des trophées, c'est grâce à la machine émirati. Leur argent, leur réseau, leur relais d'influence, tout cela convergeant pour soutenir le royaume chérifien. Une ingérence masquée, mais redoutablement efficace. Sahara occidental? Selon Alger, c'est à coup de pétrodollars émiratis que Rabat a réussi à faire valider son plan d'autonomie. Et ce n'est pas fini. Reconnaissance espagnole, feu vert de Paris, normalisation avec Israël. Tout ça pour Tebboune, ce n'est pas du mérite marocain, c'est du pilotage émirati. Dans leur récit, le Maroc est devenu un véritable fils spirituel des Émirats, leur cheval de Troie dans le Maghreb. Est-ce exagéré? Peut-être pas tant que ça. Il faut avouer qu'un axe Rabat-Abu Dhabi s'est clairement renforcé depuis les accords d'Abraham. Projet commun, visite royale, investissement massif. Mais attention, nuance. Le Maroc n'est pas un simple figurant. Il a ses propres cartes en main. Un solide réseau pro-israélien, des connexions dans les sphères du pouvoir américain et des relais bien placés en Europe. Alors, sans les Émirats, Rabat aurait-il échoué? Rien n'est moins sûr. La question reste ouverte. Alors, question qui dérange. Est-ce vraiment Abu Dhabi qui aurait soufflé dans les voiles du Maroc pour l'aider à grimper les échelons diplomatiques? Est-ce que ce sont les Émirats qui auraient tiré les ficelles dans l'ombre pour booster ce que Rabat appelle fièrement le Sahara marocain? Franchement, j'ai des doutes. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs analystes à qui j'ai posé la question ne croient pas non plus à cette version hollywoodienne où les Émirats seraient les producteurs exécutifs du succès marocain. Oui, bien sûr, il y a une complicité politique, un axe Rabat-Abu Dhabi, personne ne le nie. Mais de là à parler de stratégie sacrée, indéfectible, cimentée dans le marbre, le storytelling algérien, là, pousse un peu loin. Mais malgré tout, dans l'imaginaire du régime Tebboune, le scénario reste intact. Pour eux, les Émirats déroulent le tapis rouge à Rabat, non pas par amour, mais par calcul. Objectif, affaiblir Alger et pourquoi pas enfoncer un coin dans le Maghreb. Voilà leur première grande accusation. Deuxième point de friction, et là, on quitte le terrain géopolitique pour plonger dans l'émotionnel, car selon plusieurs sources bien placées, entre Tebboune et les Émirats, c'est une vieille histoire de fierté blessée. Flashback. Entre 2012 et 2017, alors qu'il gravit les échelons du pouvoir, d'abord ministre de l'Habitat, puis brièvement Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune tente, à plusieurs reprises, d'entrer dans les bonnes grâces des puissants réseaux d'affaires émiratis. En vain. À cette époque, les relations Alger-Abu Dhabi étaient au beau fixe.
Pire, il aurait été snobé, contourné, ignoré par les hommes d'affaires du Golfe à chacune de leurs visites à Alger. Pour un homme aussi orgueilleux que Tebboune, c'est un affront qui ne s'oublie pas. Et visiblement, il ne l'a pas oublié. On a tendance à l'oublier, mais l'un des plus gros projets militaires algériens, la fameuse usine où l'on assemble des Mercedes pour l'armée, a vu le jour grâce à un partenariat germano-émirati. Les Allemands, eux, apportent le savoir-faire technologique, mais ceux qui ont sorti le chéquier, ce sont les Émirats, via un fonds d'investissement stratégique. Et là, surprise, dans tout ce beau monde, Tebboune a toujours été mis à l'écart. Complètement. À l'époque, il n'avait aucun levier pour approcher les sphères économiques émiraties. Pire encore, il était presque ignoré avec une forme de condescendance polie. À chaque visite des businessmen du Golfe à Alger, c'était le même refrain. Aucun regard, aucune main tendue. Même l'ambassade émiratie ne prenait pas la peine de le calculer. Il faut dire que du côté d'Abu Dhabi, on ne voyait en lui ni un dirigeant visionnaire, ni un interlocuteur valable. Bref, il n'était pas bankable, comme on dit. Et ça, Tebboune ne l'a jamais digéré. Parce qu'on le sait, le président algérien a la mémoire longue, surtout quand il s'agit d'humiliation personnelle. Orgueilleux, rancunier et très sensible au mépris. Il a pris cette mise à l'écart comme une blessure, une gifle. Et depuis, la plaie est restée ouverte. Résultat, Tebboune a fini par se tourner ailleurs. Et surprise, du côté d'Ankara et de Pékin, l'accueil a été bien plus chaleureux. Pourquoi aime-t-il autant les Turcs? Simple, il les connaît. Il a bossé avec leurs entreprises dans le bâtiment et les infrastructures. Il a serré des mains, noué des liens, reçu leurs délégations directement dans son bureau. Idem pour les Chinois, accessible, constant, efficace. Et le Qatar dans tout ça? Eh bien, le rapprochement entre Tebboune et Doha n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Une manière de contrebalancer l'influence grandissante des Émirats. Ces mêmes Émirats qui, rappelons-le, sont les meilleurs amis du Maroc. On appelle ça de la géopolitique défensive. Et c'est son deuxième grief. Troisième point noir, et pas des moindres, l'héritage politique algérien. Car pour comprendre la crispation actuelle, il faut remonter à l'époque où les Émirats avaient déjà choisi leur camp. Et ce camp, c'était celui de Gaïd Salah. À l'époque, le chef d'état-major de l'ANP entretenait des relations étroites avec Abu Dhabi. Certains observateurs sont même allés jusqu'à dire, parfois un peu vite, parfois avec insistance, que Gaïd Salah agissait comme un relais émirati en Algérie. Une chose est sûre, il incarnait parfaitement le profil que les Émirats affectionnent. Un homme fort, militaire, charismatique, capable de tenir un État d'une main ferme. Exactement le même moule que Sisi en Égypte ou Haftar en Libye. Les liens étaient concrets, pas théoriques. Voyage régulier à Abu Dhabi, partenariat stratégique, projet industriel lourd. C'est sous Gaïd Salah que la coopération avec un fonds d'investissement émirati a permis de lancer l'usine Mercedes destinée à l'armée. D'autres chantiers étaient même envisagés. Drones, technologie militaire, co-investissement avec l'ANP. Dubaï et Abu Dhabi étaient devenus des alliés de premier plan pour l'institution militaire algérienne. Et derrière tout cela, il y avait une vision. Celle des Émirats, soutenir des régimes militaires solides, combattre toute dynamique islamiste et s'appuyer sur des hommes forts pour stabiliser les régions sous tension. En 2019, lors de la crise politique et du Hirak, Gaïd Salah cochait toutes les cases. Le soutien ne se limitait pas aux coulisses, il était aussi médiatique. À l'époque, de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, semblaient fonctionner comme des caisses de résonance, défendant la ligne de l'armée, attaquant le Irak, glorifiant le chef d'état-major. Des pages pilotées, selon plusieurs enquêtes, depuis les Émirats. Bref, quand Gaïd Salah était aux commandes, Abu Dhabi était dans son camp. Et ça, Tebboune ne l'a jamais digéré. La disparition de Gaïd Salah a tout bouleversé. Une page s'est tournée, et avec elle, tout un système s'est retrouvé à nu. Il fallait reconstruire, redistribuer les cartes, redessiner les lignes de pouvoir. Mais voilà, pour Tebboune et son entourage, impossible de bâtir un nouveau régime en conservant l'héritage de l'ancien clan. Or, ce clan-là était intimement lié aux Émirats. Trop lié. Pour s'imposer durablement, le nouveau pouvoir devait faire le ménage.
écarter les fidèles de Gaïd Salah, neutraliser ses relais dans l'armée, couper les ponts avec ceux qui incarnaient l'ancien ordre. Et dans ce grand nettoyage, Abu Dhabi faisait clairement partie du décor à démonter. Le problème, c'est que ce virage brutal n'a pas du tout été digéré par les Émirats. L'entente n'a pas survécu à la succession. Là où ils étaient hier des alliés naturels, ils se sont retrouvés du jour au lendemain rangés dans la colonne adverse. Un simple changement de système et les amis d'hier sont devenus les suspects d'aujourd'hui, voire les ennemis déclarés. Et s'il y avait un quatrième facteur, un élément clé trop souvent sous-estimé, l'élection présidentielle de 2019. Car c'est précisément lors de sa dernière interview que Tebboune a lâché la bombe. Selon lui, les Émirats auraient tenté de peser sur le scrutin algérien. Derrière cette accusation explosive se cache un épisode complexe où les connexions entre Alger et Abu Dhabi ont joué un rôle pas si neutre. À l'époque, les réseaux émiratis, qu'ils soient diplomatiques, économiques, sécuritaires ou commerciaux, semblaient miser sur un autre candidat, Azdine Mihroubi. Un homme à l'aura poétique. Apprécié dans les cercles culturels du Golfe, très introduit à Dubaï où une partie de sa famille résidait. Il parlait arabe littéraire, récitait des vers et plaisait beaucoup aux élites émiraties. Selon certaines sources, Abu Dhabi n'aurait pas hésité à activer ses relais médiatiques, ses influenceurs numériques, voire ses lobbyistes, pour donner un petit coup de pouce discret à Mihroubi. Rumeur, bien sûr, mais persistante. Promesses d'investissement, appui diplomatique, projets économiques conditionnés à son éventuelle victoire. Pourquoi ce choix? Parce que Mihroubi offrait, aux yeux des Émirats, le profil parfait. Cultivé, modéré, malléable et, cerise sur le gâteau, en lien direct avec Gaïd Salah, leur ancien allié. Une équation idéale pour installer en Algérie un pouvoir stable, anti-islamiste, anti-Qatar, bref, conforme à la doctrine géopolitique d'Abu Dhabi. Alors, y a-t-il eu manipulation? Influence étrangère? Tentative de soft coup? Tebboune en est convaincu. Mais objectivement, aucune preuve formelle n'a jamais confirmé ce scénario. Il y a eu des signaux, des affinités visibles, mais pas de dossier béton. Reste que, mis bout à bout, tous ces éléments dessinent une fresque claire. Une rivalité politique profonde, des intérêts stratégiques divergents et une blessure personnelle tenace. Voilà pourquoi Tebboune garde les Émirats dans son viseur. Maintenant, la vraie question c'est, cette stratégie hostile, est-elle vraiment bénéfique à l'Algérie? Est-elle durable? Est-elle visionnaire? Mon avis, je le garde pour une autre vidéo. À vous de juger. Commentez, débattez, et on se retrouve très vite pour creuser tout ça sous un autre angle.